Merci beaucoup Armel, ton décryptage nous a tellement manqué. Un grand merci. Je suis ravi d'animer cette première table ronde et je remercie particulièrement Emmanuel, Fabrice et toute l'équipe de l'Espace Éthique. D'avoir choisi que la première table ronde concerne les droits. Vous me connaissez, je suis juriste et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. 2, que cette manifestation se tienne ici, à Nice, une ville qui est également chère à mon cœur. Je suis conseiller technique de l'association France Tutelle, qui est basée ici à Nice, mais j'ai été, vous le savez sans doute aussi, le directeur de l'association AMPA Alzheimer Monaco, présidée par Catherine Pasteur et le vice-président professeur Alain Pess, que vous retrouverez dans les ateliers cet après-midi. Je suis également administrateur de l'association France Alzheimer 06 et Liliane et toute son équipe interviendra également durant les ateliers. Donc, ravi de se retrouver enfin à la fois en présentiel et en distanciel ici dans cette ville de Nice. Alors j'aimerais accueillir l'ensemble des intervenants de la table ronde à venir se joindre à moi ici. Donc Olivier, monsieur, je vous en prie. Anne, monsieur, installez-vous. Alors on est 4, on va peut-être se rapprocher. Alors le time, on est un petit peu en retard, donc on va essayer de traiter tous les sujets ensemble. Confinement, limitation, restriction, interdiction, isolement, couvre-feu, état d'urgence, attestation. Tous ces mots dont nous aurions eu le plaisir d'entendre le décryptage par Armel. Je crois que personne ici, nous aurions imaginé, il y a 2 ans, les utiliser et les employer quotidiennement en temps de paix. Ces sujets-là, on a voulu les regarder, les discuter, les décrypter, les mettre en perspective avec le regard croisé de nos intervenants. Je remercie Henri Fournier, membre du groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes, de sa présence. Yann Reboulot, qui est président du groupe Philogéris, qui est gestionnaire d'EHPAD. Bien évidemment, et mille merci de ta disponibilité, Olivier Guérin, professeur de gériatrie à l'Université Nice-Côte d'Azur, président de la SFGG et membre du conseil scientifique Covid. Et Anne Caron d'Église, magistrate, avocate générale à la Cour de cassation, qui nous accompagne depuis toutes ces années avec nous à l'Espace Éthique et qui nous a permis d'avancer sur ces sujets de droit particulièrement importants et précieux. On ne souhaitait pas se limiter à la question de l'accès au droit et du respect, de l'accès aux soins, pardonnez-moi, et du respect des droits. On avait envie un petit peu de séquencer le temps d'échange avec un premier temps sur cette question du respect des droits à l'aune du confinement. Bien évidemment, interroger ces questions-là par rapport à la prise en charge aux soins et à l'accompagnement. Et enfin, si le temps nous le permet, quand même aborder la question de la vaccination parce qu'elle nous dit quelque chose de comment penser et organiser le vivre ensemble et faire société. Je vous propose, chers amis, de séquencer ces 3 temps à la fois avec une partie constat, ce qui vous a particulièrement marqué de cette pandémie et de cette crise que nous traversons encore aujourd'hui, et à la fois ensuite de revenir sur les enseignements, ce que nous avons appris, ce que nous disent ces événements sur la manière de vivre et de faire société. Et il me semble que la règle de droit, elle doit être regardée un peu comme une boussole, un instrument, au moment où toute la société naviguait à vue,
dans ce triangle des Bermudes que nous espérons avoir fini de traverser, cette boussole qui est un instrument universel. Encore faut-il savoir l'utiliser, la lire, l'interpréter et choisir une direction. Et ce n'est pas monsieur de Linares, président de l'association des aidants et malades à Corps-de-Lévis, qui est également partenaire de la manifestation, qui me contredira. Alors je vais commencer par vous, monsieur Fournier, sur votre perception, les faits qui ont marqué, selon vous, que vous gardez à l'esprit de cette crise, par rapport à d'abord la situation de confinement, de restriction de liberté d'aller et venir. Votre point de vue, votre regard nous serait particulièrement précieux. La parole est à vous. Allez-y, vous pouvez directement le mettre. Très bien. Bonjour à tous. Donc je suis un parkinsonien depuis 2001. Donc vous voyez que cette maladie ne tue pas, mais ne tue pas rapidement déjà. Deuxièmement, je fais partie du GPAM, qui est le groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes, qui a pour but d'aider à sortir les patients de leur isolement. Parce que les Parkinsoniens ont une tendance à s'isoler très facile. Il y a deux phases, je dirais. Il y a une phase de déni de la maladie qui est constante chez les patients. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, pendant 14 ans, j'ai dit à personne que j'avais cette maladie pour pouvoir continuer à être tranquille et pas être importuné par des questions sans arrêt. Et donc après ces 14 ans, comme j'ai eu la chance, parce que je dis que c'est une chance d'avoir une stimulation cérébrale profonde, j'étais obligé de dire à tout le monde que j'avais cette maladie. Donc je disais que les patients ont cette phase de déni puis cette phase d'isolement. Et ce qui m'avait marqué pour répondre à votre question, c'est que l'isolement en question, quand le confinement est arrivé, ça tombait à pic parce que tous les Parkinsoniens sont à domicile, se sont facilement isolés un peu plus. Et on respecte à la lettre le rester chez vous. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si on peut... Très bien, merci, c'est particulièrement clair. On va revenir après sur l'accès aux soins, parce que ça a été vraiment quelque chose de particulièrement compliqué pour vous à vivre dans l'organisation au quotidien. Monsieur, sur cette partie des libertés, de l'isolement en chambre, forcément, vous, en tant que directeur d'EHPAD, vous retenez quoi finalement de cette période et qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué à la fois dans la complexité des choses que vous avez dû gérer, mettre en œuvre et dans la manière dont les personnes que vous accueillez et leurs familles ont réussi ou pas, on imagine bien, gérer ces situations? Oui, je vais prendre d'abord une précaution. C'est effectivement, je vais souvent illustrer le brillantissime exposé de Fabrice Zil sur le vécu des établissements d'habitat pour personnes âgées pendant cette période. Et j'ai quelques scrupules dans une période où l'ancienne traditionnelle ou assez classique, c'est de dire c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, ou bien encore aujourd'hui c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Donc mon propos n'est pas là. Notre propos, il est d'interroger finalement à l'aune du droit, parce qu'on a ce défaut en commun d'être juriste, c'est d'interroger donc à la lumière du droit la façon dont nous avons essayé de réagir dans ces circonstances. Il ne faut pas s'arrêter aux marqueurs symboliques, mais dans les établissements pour personnes âgées, tout le monde le sait, on a un peu anticipé par rapport au reste de la population ce confinement, cette exclusion finalement d'un certain nombre de libertés. Et pour mémoire, on se situe au début du mois de mars et on se situe formellement, si on applique la norme, le 11 mars. C'est-à-dire le 11 mars, on dit cette fois-ci c'est définitif, certains ont anticipé, mais on confine les établissements pour personnes âgées. Le 11 mars, et ça aussi tout le monde s'en souvient, ça précède de 4 jours le 15 mars, qui est un jour d'élection dans notre pays. Et paradoxalement, les premières questions qui remontent des directeurs d'établissement, c'est à la fois rassurant, mais c'est assez marqueur symboliquement de cette situation, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les élections? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux de nos résidents qui avaient prévu de sortir et de se rendre dans les bureaux de vote? C'est
je dirais, quand j'analyse avec du recul, c'est le point de départ finalement de cette situation et de cette succession de dilemmes auxquels on a été confronté avec une norme générale qui est celle du droit de vote, et puis des normes particulières, on parlera sans doute de normes d'exception, qui ont été ces normes prises au nom de la protection de la santé qui était évoquée tout à l'heure. Très bien. Olivier, sur le confinement, j'imagine que tu as des messages et une analyse de ce qui s'est passé à partager sur ce qui t'a vraiment particulièrement marqué, tes équipes, et on parlera de l'aspect, on va dire, prise en charge et soins juste après. Donc vraiment sur la question de la liberté d'aller et venir et de la situation du confinement. Ta question est compliquée, je trouve, parce qu'elle est forcément lue maintenant a posteriori, alors que nous étions dans une période d'une complexité intellectuelle, cognitive, émotionnelle qui était incroyable. Je crois qu'il faut bien se rappeler là où on en était en février 2020. Je suis président de la Société française de gériatrie. Je me rappelle d'une réunion avec mon bureau où le 15 février, on a à peine évoqué l'histoire de ce virus étonnant qu'on voyait un peu à la télé. On avait vu en janvier des balais de bulldozers à Wuhan qui aplanissaient un terrain. Moi, j'avais dit, pour une grippe quand même, ils en font beaucoup les Chinois. C'est pour qu'on comprenne bien l'effet de sidération qui nous a saisis. Alors, d'accord, je suis certainement très nul, mais on est un paquet à avoir été nul sur le coup, hein, vraiment. Moi, je me rappelle, quand, puisque tu veux des faits marquants, mode traumatisme, là où vraiment je me suis dit, ouf, en fait, on est juste face à une espèce de vague de 40 mètres qu'on n'avait pas vue, c'est quand mon collègue, président de la Société italienne de gériatrie et chef de service de gériatrie à Milan, m'a appelé. C'était un dimanche soir. Ça devait être donc le 27-28 février. Je ne sais pas, il faut regarder les agendas, mais c'était un dimanche. Il m'a dit, écoute, on est en train de vivre l'enfer depuis quelques jours. On est submergé de patients, en particulier âgés, dans des détresses respiratoires graves. On n'a des fois pas le temps de les intuber qui décèdent. Et ça ne s'arrête pas. La semaine suivante, c'était une partie de l'Italie, notamment en Lombardie, qui était submergée de patients. Là, on s'est dit, si c'est juste derrière, surtout pour un Niçois, vous imaginez, quand c'est votre collègue de Milan qui appelle, on ne se sent pas très éloigné géographiquement. C'est à partir de là qu'il y a une sorte de prise de conscience, mais d'une brutalité telle qu'elle était en mode panique, et qui fait qu'on s'est dit, on va se le prendre dans la figure, nos concitoyens vont se le prendre dans la figure, donc nos malades vont arriver, et nous, au système de santé, on n'a rien prévu. Rien. Du tout. Et en plus, même quand on interroge les collègues les plus anciens, ils n'ont jamais vécu ça. Jamais. Donc il n'y a même pas d'expérience vivante du monde de la santé qui a connu a priori des épisodes sanitaires majeurs de ce type-là. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune connaissance. Et les Chinois n'avaient rien écrit. Rien n'avait filtré, quasiment. Il n'y a que les Italiens qui ont une expérience. Et en gros, dès que le cluster de Mulhouse est parti, on a compris que c'était terminé avec un virus très contagieux, qu'il n'y avait plus de moyens d'empêcher la propagation de l'épidémie. Et quand on a vu ce start-là, on s'est dit, en fait, ils ont juste 3 semaines d'avance sur nous. Donc on ne peut bénéficier au mieux que de 3 semaines d'expérience. Donc c'est ça cet élément qui a été majeur. Après, des images, j'en ai plein. Je vois les collègues des équipes de Cimier, quand on a monté notre unité Covid mi-mars, et qu'on a commencé à avoir nos premiers patients âgés
Hein, d'abord, les questions scientifiques se sont posées. Qui est éligible à des soins intensifs, qui ne l'est pas? Comment on fait pour trier? Alors qu'on n'a aucune expérience de rien. Juste les Italiens qui disaient faites attention parce que nous, on a pris en réa tout le monde, mais visiblement, on ne rend pas service à tout le monde en le faisant. Et d'accord, mais comment on fait? On n'en sait rien. On est dedans, là. C'est ça qui s'est passé. Et en termes d'image, moi, je trouve que, je vois Claire là-bas, l'histoire des photos aussi. Ça m'a beaucoup choqué, je trouve. Le photographe du CHU qui prenait en photo les défunts dans nos lits parce que les familles n'avaient pas le droit de rentrer dans la chambre. Ça a été, je trouve que c'est un fait très saillant. Et puis, il y en a eu tout plein, mais c'était un tourbillon absolu, donc c'est très difficile. Il y a eu un moment aussi où, maintenant je suis membre du Conseil scientifique, mais je ne l'étais pas à l'époque du Conseil scientifique du Président de la République. Et de mes discussions avec les collègues du Conseil scientifique, parce que là, par contre, on discutait déjà beaucoup, et tout de suite, sur la sortie du confinement. Et la proposition, qui ne venait pas vraiment d'ailleurs du Conseil scientifique, mais plutôt du Président de la République lui-même, d'une sortie différenciée en population. Là, par contre, on a réagi à être nombreux d'ailleurs, mais moi, évidemment, en tant que président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, j'essayais de tenir la première ligne sur cet enjeu qui me paraissait incroyable de discrimination sur une sortie de confinement avec un âge auquel vous n'aviez pas le droit de récupérer les libertés que le reste de la population récupérait. Voilà. Après, je pourrais en parler tellement longtemps que j'ai peut-être arrêté. On reviendra sur la partie soins également et sur l'organisation. Ça, j'ai bien entendu. C'était pas maintenant. Sinon, j'aurais pas fini. Anne, en écoutant les différents points de vue, que ce soit de vous, monsieur, qui êtes directement concerné, d'un directeur d'établissement, d'Olivier à l'hôpital, ton regard de juriste sur cette partie-là du confinement, quel est un peu ton constat? Alors, mon regard, mon constat est forcément un peu en décalage, puisque je suis à la fois juriste et magistrat. Donc, j'ai forcément, moi, une analyse qui va venir ajouter un certain nombre d'éléments à la complexité, puisque, comme il vient d'être dit, il y a forcément, dans un premier temps, une urgence à intervenir, une urgence à agir, une urgence à être créatif, alors que le cadre du droit n'est d'une part pas connu de tous, et d'autre part n'apporte aucune réponse. Ça vient d'être très bien dit par les trois intervenants précédents. Donc, quelle analyse je peux faire? Je peux faire une analyse au niveau macro, c'est-à-dire au niveau général, et une analyse plus sur le terrain. Au niveau général, ça a été très bien dit, je crois que face à l'épidémie, face au virus, nous avons tous, mais tous, chacun à nos places, été frappés par la stupeur et totalement démunis dans un premier temps. Devant les incertitudes et face à un virus qui se propageait très rapidement, c'est ce que vous avez dit très bien, et donc qui submergeait comme une vague et qui saturait les réanimations, parce que souvenons-nous, c'était quand même ça, la difficulté. Non seulement nous n'étions pas préparés, mais je pense que nous n'imaginions pas qu'un tel événement était possible. Et ça a certainement pesé sur à la fois les réactions et les décisions, puisque mon analyse, c'est que nous avons tous été dans l'incapacité de mobiliser nos ressources individuelles et collectives de manière à penser le surprenant tout en agissant efficacement, puisqu'il était question de vie et de mort et de propagation d'un virus qu'on ne connaissait pas, et c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Alors les décideurs publics ont aussi été sidérés. Et en France, comme presque dans tous les pays, des mesures identiques à la Chine ont été prises, et notamment le confinement, alors que nous ne sommes pas habitués dans nos démocraties occidentales à ce type de mesures. Et donc le gouvernement a utilisé les outils juridiques qui étaient à sa disposition, en les poussant aux extrêmes et parfois au-delà. Et je crois qu'il faut quand même si chacun a fait ce qu'il a pu en situation, avoir bien conscience que les décideurs publics, et quelle que soit d'ailleurs la couleur des décideurs publics, parce qu'il n'était pas bon d'être décideur public à ce moment, ont utilisé les outils juridiques au nom d'une sécurité sanitaire et d'une surcharge des hôpitaux.
ce qui évidemment a fait fi d'un certain nombre de libertés publiques, bien au-delà, me semble-t-il, de ma place, de ce qui était nécessaire en termes de protection contre le virus, contre la propagation et de protection des hôpitaux. Donc les atteintes qui ont été portées aux libertés publiques, mais aussi aux libertés individuelles. Donc on pense à la liberté d'aller et venir, bien sûr, mais au-delà, à la liberté de conscience, à la liberté de culte, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression. Tout cela a été anesthésié dans un mouvement général qui était un mouvement général de sidération. Et puis, au niveau individuel, pour ne pas être trop longue, les décisions politiques n'ont pas pris en compte la réalité des situations sur le terrain, au moins dans un premier temps. C'est-à-dire que des décisions ont été prises par le président de la République, ce qui est tout à fait son rôle, le Premier ministre avec le ministre de la Santé, mais en appliquant des critères de l'état d'urgence qui sont essentiellement pensés pour l'état d'urgence en temps de guerre ou d'atteinte à la sécurité de la nation, et non pas d'atteinte sanitaire. Et donc ce qui veut dire que, en tout cas moi ce que je constate de ma place, que le président de la République et le gouvernement, et ce n'est pas une critique que je fais à ce gouvernement et ce président, c'est un constat, se sont entourés d'un conseil scientifique, et total respect pour le conseil scientifique, mais les autres institutions de la République n'ont pas été mobilisées. Donc ce qui veut dire que nous devons avoir une réflexion globale sur la manière dont les institutions fonctionnent ou dysfonctionnent à l'endroit des particuliers, dans un certain nombre de situations, parce qu'il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas de contre-pouvoir. L'analyse scientifique est une chose, mais l'analyse juridique, l'analyse de terrain est aussi extrêmement importante. Et donc je pense qu'on y reviendra sur la question de l'accès aux soins, sur la question de la vaccination et sur la question dont les personnes elles-mêmes, quand je dis les personnes elles-mêmes, c'était très bien dit par Fabrice tout à l'heure, ce n'est pas simplement les personnes qui sont elles-mêmes particulièrement vulnérables, mais ce sont aussi leurs aidants, les professionnels, tous les bénévoles qui ont été dans l'obligation de faire face à un cadre juridique qui était totalement instable et face à un danger qui était présenté, alors réellement comme un danger de mort, c'est vrai, et un danger de contagion, mais un danger qui était présenté avec un langage qui était quand même le langage de la guerre et de l'occupation. Donc ça pose évidemment une difficulté en termes d'équilibre démocratique. Merci Anne. Sur l'accès aux soins, Monsieur Fournier, vous aviez des choses à nous dire et vous souhaitiez parler, je crois, d'une enquête que vous aviez menée dans le groupement. Voilà. Donc, si vous voulez, le GPAM avait pour objectif d'aider les patients à sortir de leur isolement. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, dans les traitements de la maladie de Parkinson, ce que n'a pas dit le docteur Jourdain tout à l'heure, elle n'avait pas eu le temps, et la question n'a pas été posée d'ailleurs, c'est qu'il y a le rôle essentiel de la kinésithérapie, de l'activité physique et aussi de l'orthophonie. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait est qu'il y a eu des études récentes en Hollande d'ailleurs sur un groupe de patients, une étude cette fois dans les normes et non pas une étude critiquable, avec 2 groupes de patients bien séparés, qui montrent que l'activité physique a un impact sur la qualité de vie et la durée de vie des patients. Et donc durant la pandémie, on s'est aperçu qu'il y avait assez vite que les gens restaient chez eux. Donc on a décidé avec Bernard Guyet, le président de l'association, de faire une enquête auprès de nos adhérents. Je vais vous donner quelques chiffres sur cette enquête qui vaut ce qu'elle vaut, parce que ce n'est pas une enquête, bien entendu, qui est tout à fait dans les clous d'un point de vue normalité, mais enfin, je vais vous la citer quand même. Oui. On s'est aperçu qu'après, l'enquête était faite fin avril, 80% des patients avaient stoppé la kinésithérapie. Un tiers d'entre eux n'avaient aucune activité physique depuis 1 mois et demi. Un tiers d'entre eux ne sortaient carrément plus de chez eux. Il y avait des rares contacts avec le neurologue et très peu avec le médecin traitant qui n'appelaient pas, sauf que pour annuler un rendez-vous. Il faut signaler quand même 2 choses. C'est l'initiative de quelques orthophonistes qui ont fait des séances à distanciel lorsqu'ils ont eu l'accord pour le remboursement. Et puis aussi, il faut signaler aussi ici à Nice, l'avantage d'avoir un centre expert, c'est que le centre expert a appelé quelques patients pour les sortir un petit peu de l'isolement. Donc les patients se retrouvent dans une situation déplorable pour ça. Je parle des patients à domicile, bien entendu, et leurs aidants compris.
Mais devant l'urgence de la situation, c'est tout à fait compréhensible que ce soit passé comme ça. Ce n'était pas prévu. Simplement, il faudra peut-être le savoir pour la prochaine fois, pour un autre problème. On en viendra sur la prochaine fois et le après. Monsieur Reboulot, par rapport à cette partie soins, accompagnement, à la fois le constat et les enseignements que vous en tirez par rapport à vos EHPAD. Alors, 3 illustrations très différentes. La première, rapidement, pour tordre le cou à une forme de légende urbaine sur l'impossibilité pour nos résidents malades d'accéder aux soins qui étaient proposés par le monde hospitalier. Juste un chiffre, ça a donné lieu à quelques échanges de passe d'armes avec Santé publique France. Près d'un tiers de nos résidents décèdent à l'hôpital. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de l'épidémie et du traitement de l'épidémie, je pense qu'il n'y a pas eu de difficulté. La difficulté, alors il y a l'illustration, ce qui a été vécu à domicile a été vécu également dans les établissements pour ce qui est des intervenants de santé extérieurs, les accompagnements kinés, un certain nombre de prestataires de santé libéraux que dans un premier temps on exclut, et là aussi après réflexion et dans des modalités, et je pense que c'est aussi un sujet, il y a la norme telle qu'elle peut être lue et il y a plusieurs lectures, donc dans la lecture de la norme, la réintroduction assez rapide de ces intervenants extérieurs. En revanche, un réel sujet a posteriori, mais là aussi ça rejoint les problématiques du domicile, ce sont nos structures d'accueil de jour. Nos structures d'accueil de jour sont fermées et assez rapidement on est exposé à l'expression d'une souffrance, voire de difficulté de la part des aidants, de la part de ce réseau qui utilise les structures d'accueil de jour. Et en face de cette situation, un autre dilemme qui est de dire, je rappelle, l'ambiance dans tous les établissements, c'est un peu, il y a eu beaucoup de métaphores guerrières, mais c'est un peu le désert des Tartares, c'est-à-dire on surveille, on attend cet ennemi invisible, c'est terrible, il est dans l'air qu'on respire, il est dans la source de vie, le virus, donc on est en position d'attente et quelque part on sait au fond de soi-même que ça risque d'arriver, voire que ça va arriver parce qu'on voit que ça gagne. Et donc ce dilemme qui consiste à dire, face à des demandes d'urgence pour des gens qui sont habituellement pris en charge dans le cadre de la file active des accueils de jour, puisqu'on ne fait plus d'admission de résidents, je dirais, ordinaires, est-ce qu'on n'utilise pas ces capacités qui sont disponibles pour proposer des séjours de répit avec malgré tout cette crainte de dire si je fais rentrer des gens qui sont protégés entre guillemets à domicile dans mon établissement pour répondre à une situation qui est une situation de crise, est-ce que finalement je ne les fais pas rentrer dans l'endroit où peut-être le virus va arriver? Merci. Olivier, à l'hôpital, sur les soins, l'accompagnement, j'imagine que 5 minutes sont trop courts, mais là aussi, en termes d'enseignement, si tu avais des choses à nous dire sur ce que vous avez appris de cette période. On a appris de manière extrêmement aiguë ce qu'on savait déjà ou qu'on supposait finalement. Je vais être très rapide et je vais prendre surtout la façon dont ça s'est passé sur mars-avril 2020. Sinon, il faudrait faire une chronologie qui est quand même très compliquée en termes de mobilisation du système de soins dans son ensemble. L'hôpital s'est mis en mouvement instantanément, en désarmant d'ailleurs l'ensemble de ses activités pour n'armer que Covid, ce qui était a posteriori une erreur, mais on ne pouvait franchement pas le savoir à ce moment-là. Franchement pas le savoir. Je dirais que l'élément le plus marquant, ce n'est pas l'hôpital sur mars-avril, c'est la mise en anesthésie profonde de tout le système de soins primaires. La ville, les médecins généralistes, si vous voulez, et l'ensemble des soignants qui permettent ce soin primaire qui est le soin essentiel de proximité d'une population. Et ça a eu un impact massif sur les malades les plus fragiles, les plus malades chroniques, ceux qui en avaient même plusieurs de maladies chroniques, les plus âgés évidemment, mais pas que, les patients atteints de pathologies psychiatriques. Enfin, il y a tout un champ, on va dire, des vulnérables sanitaires et sociaux finalement,
qui n'ont plus eu d'accès à le système de soins primaires, en tout cas ceux qui avaient accès auparavant, parce que ça nous a aussi montré, mais ça c'est plutôt la suite de la gestion de la pandémie, à quel point nous étions pas bons en France, pas bons, alors que nous avons le meilleur système en termes de financement très universel de la santé, d'accessibilité pour les populations les plus vulnérables et notre incapacité dans ce qu'on appelle le aller vers, ou en tout cas une capacité très difficile à organiser. Voilà. Donc l'élément essentiel pour moi, c'est celui-là. Si on doit tirer un enseignement, c'est une refonte profonde du soin primaire. Alors, je suis désolé, hein, c'est un peu technique. Hein. Le soin primaire, encore une fois, c'est vraiment cette ligne de front qui doit faire la prévention et la surveillance sanitaire, psycho et sociale de la population. Hein, vraiment très intégrative. Alors déjà, ce n'est pas du tout intégratif à l'heure actuelle. Donc cet enjeu intégratif et cette nécessité de ne laisser personne sur le bord du chemin et d'avoir toujours de la lumière. Ce qu'on n'a pas eu du tout en mars-avril. Mais ce n'est pas neutre. Hein. En 15 secondes, parce que je te vois me regarder de manière de plus en plus noire, vous avez vu cette publication qui, nous, au Conseil scientifique, nous a surpris par son ampleur, en tout cas, qui a certains aspects méthodo critiquables quand même, mais bref, du journal international d'épidémio qui montre la perte d'espérance de vie de l'humanité en 2020. À peu près 2 ans pour un Américain, à peu près 8 mois pour un Français en 1 an. Hein. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité post-Deuxième Guerre mondiale. L'analyse principale n'est pas l'impact du Covid en tant que tel. C'est un virus qui tue pas tant que ça. C'est les conséquences globales, à la fois des impacts directs et indirects de la pandémie. Mais ça a considérablement marqué notre longévité à nous tous, en population, évidemment. Et ça, c'est en très grande partie lié à la désorganisation du système de santé, mais à un autre effet aussi, c'est que les citoyens dans le monde entier, d'ailleurs, hein, ce n'est pas propre à la France, ont eu volontairement moins recours au système de soins, de manière totalement volontaire, parce que le système de soins était vécu comme un risque, parce que c'est là que se baladait le plus le virus. Et cette conjonction-là a clairement eu et aura encore un impact fort dans les 10 mois qu'on a vécu et dans les années à venir. Un tout dernier point, c'est l'enjeu sur l'autonomie. J'ai voulu alerter le président de la République là-dessus parce qu'on mesure toujours les impacts sur les marqueurs sanitaires. Mais pour moi qui suis gériatre, dans les 10 ans à venir, un des enjeux clés, c'est la surexpression de la perte d'autonomie, notamment de nos populations âgées, par l'impact que ça a eu à ce moment-là et la réduction de réserve fonctionnelle et puis des grands leviers, comme vous le dites très bien, hein, pour bien vieillir, les 2 principaux éléments prouvés par la science, c'est le lien et l'utilité sociale en premier et avant tout, ça n'a pas été les meilleurs mois pour ça, et l'activité physique. Et là aussi, le confinement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Anne, droit, système de santé. Je voudrais rebondir sur plusieurs points. D'abord, effectivement, ce qui est marquant, c'est que nous avons vu à quel point le système de santé, mais pas seulement le système de santé, l'organisation des services publics de manière générale. Parce que ce que vous dites pour les hôpitaux, les soins primaires, ça s'est retrouvé dans des tas de services publics, à commencer par la justice, qui n'a plus fonctionné du tout pendant un certain temps avant de reprendre un cours à peu près normal, à peu près, et pas encore totalement. Deuxième chose extrêmement importante, je crois, c'est que nous avons vu à quel point les inégalités territoriales sont extrêmement importantes. Vous parlez de votre région. Si on voit sur la région Île-de-France et en particulier sur le département de Seine-Saint-Denis,
les difficultés qui ont été rencontrées par les structures sanitaires, mais aussi par les structures sociales et médico-sociales, à un moment où les personnes les plus en difficulté avaient absolument besoin d'être non seulement soignées, mais accompagnées. Ce mot d'accompagner est extrêmement important, puisque ce n'est pas simplement les soins primaires, c'est aussi pouvoir être accompagné dans ces démarches, être accompagné dans ces rencontres, etc. Troisième point important, nous avons vu à quel point les populations les plus vulnérables, les plus en difficulté, parce que âgées, parce que à l'autre extrémité, enfants. On ne parle pas des enfants, mais les enfants aussi, bien sûr, ont été dans des situations très difficiles. Je pense à la protection de l'enfance, mais je pense aussi aux enfants dont les parents pouvaient être séparés, dont les parents pouvaient être en grande tension. Donc il y a eu des réactions très importantes dont on mesurera les effets. Je suis d'accord, on ne les mesurera que dans quelques années, pas forcément immédiatement. Donc les effets ont été importants. Vous avez évoqué la question des populations vulnérables dans les établissements de soins contraints. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment de ce qui s'est passé dans les hôpitaux psychiatriques. On parle beaucoup des EHPAD et c'est heureux de dire à quel point ça a pu être difficile, mais à quel point aussi les professionnels, les directeurs d'établissement et les professionnels du médico-social ont pu trouver des solutions pour non pas transgresser, mais pour respecter les droits fondamentaux qui sont les droits de rencontrer l'autre. Et pas forcément le droit qu'a un directeur d'établissement au nom de règlements administratifs ou de décrets, pardon, je suis un peu technique, mais de fermer totalement la rencontre entre les personnes, alors que, au-delà de ce règlement administratif, il y a quand même l'obligation de permettre la rencontre, les liens sociaux entre les personnes. Donc ça, ce sont des choses qu'il faudra évidemment encore travailler ensemble. Mais sur la spécificité de ce que vous évoquiez dans les hôpitaux psychiatriques ont été en très grande difficulté, à la fois pour les patients jeunes et pour les patients âgés. Et donc, je crois que de ce point de vue, il nous faudra encore travailler cette question de, à la fois la particularité d'un confinement dans le confinement, auquel on peut encore ajouter un autre confinement qui peut être l'isolement et la contention, dans un certain nombre de cas, parce que, évidemment, des personnes qui sont en très grande difficulté pour comprendre ce qui se passe et qui ont en plus des difficultés liées aux conditions dans lesquelles elles sont soignées, vont évidemment voir s'amplifier les conséquences pour elles de leurs troubles. Donc tous ces éléments-là vont forcément nous amener à nous poser la question de la hiérarchie des normes. Pardon, je suis encore un peu technique, mais nous avons tous accepté qu'au nom de la crise sanitaire, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'admets moi-même qu'il fallait bien trouver des solutions, mais nous avons tous accepté que des règlements administratifs, que des décisions très techniques, d'organisation, de gestion des personnels, je me tourne vers le directeur d'EHPAD, viennent parfois entraver les libertés fondamentales des personnes. Et c'est parce que des directeurs d'établissement ont accepté que des rencontres se fassent, par exemple au moment du décès des personnes ou de la préparation du décès, qu'il y a eu véritablement un accompagnement digne de ce nom. Mais il a fallu du temps avant que ça se mette en place. Pourquoi ? Parce que les ressorts de la responsabilité individuelle et professionnelle se sont mis au travers d'une réflexion qui me paraît être une réflexion toute simplement éthique, qui est de savoir à partir de quand une règle doit être complètement respectée ou doit être surmontée pour essayer de trouver un passage qui est simplement un geste d'humanité. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde la question du vaccin, de la vaccination. Vous vouliez dire quelque chose sur la vaccination ? Oui, la chose qui m'apparaît le plus importante, si vous voulez, le plus marquante plutôt pour moi, c'est que la vaccination, je me croyais prioritaire parce que j'étais malade. En fait, c'était loin d'être le cas parce que je n'ai pas de maladie. C'est pas une maladie auto-immune, ni un cancer, ni une chose comme ça. Donc, il faut d'abord apprendre à être patient pour avoir autre chose, quoi. Aussi bref et efficace que la première question, merci beaucoup. Sur la vaccination dans les établissements, si là aussi vous aviez un message à nous faire passer sur la question des droits ? Pour
nous, enfin pour moi, la vaccination, c'est le début de la reconstruction. C'est le début de la reconstruction et surtout c'est le moment où on a pu reprendre la main. C'est-à-dire qu'on a été immédiatement interrogé, voire même mise en accusation sur la problématique du consentement. Rappelez-vous, encore une fois, il faut revenir, il faut rembobiner et se rappeler... Qui a traversé finalement toutes les questions. Voilà le contexte. On est en novembre, décembre, on commence à se préparer, on sait que ça arrive et on est assez violemment attaqué à ce moment-là en disant vous voulez précipiter les choses. 15 jours après, on nous dira qu'on n'allait pas assez vite. Hein. Mais vous voulez précipiter les choses et où en est-on du consentement? Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'on a pu commencer à retravailler sur des points d'appui du registre ou de l'ordre de l'intention éthique qui était préexistant, et notamment sur la notion d'assentiment. Alors, c'est pas le lieu ici sur cette table ronde d'y revenir dans le détail, mais c'est vraiment le moment. En fait, le rappeler, ça fait du bien. Voilà, où on a pu effectivement, au-delà de cette interpellation médiatique sur le consentement, avoir une vraie réflexion dans les établissements, en équipe avec le médecin coordonnateur, avec l'équipe. Enfin, j'ai souvenir d'avoir introduit dans la consultation prévaccinale la présence de la psychologue ou du psychologue de l'établissement, et finalement ce travail de reconquête de l'identité de nos résidents en disant finalement dans leur histoire de vie, pour ceux pour lesquels ce consentement au sens libre et éclairé, lieu commun, était difficile à obtenir, comment finalement on va se réintéresser à l'identité complète, au parcours de vie de la personne pour repérer dans ses comportements habituels à l'égard de la vaccination un éventuel assentiment à cette solution. Olivier, sur la vaccination, là aussi j'imagine que 5 minutes c'est extrêmement court. Si tu avais un message à faire passer sur cette problématique-là et en miroir avec la question des droits. Je crois que les éléments les plus marquants du début de la vaccination, et là encore, je vous rappelle, il faut se remettre dans le contexte. Moi, je me souviens du 17 décembre où on a eu la publication dans le New England Journal of Medicine des résultats pour le Pfizer-BioNTech. On n'avait rien jusque-là, on savait que le vaccin allait arriver. Nous, les scientifiques, on n'avait pas la moindre donnée le 17 décembre, la publication. C'est incroyable quand même. Donc jusque-là, en fait, personne ne savait. Quand on nous interrogeait, nous, on nous disait, mais on ne peut pas vous dire si c'est bien ou pas bien, on n'a pas de résultat. 17 décembre, début de la campagne, la semaine suivante, quasiment. Et là, la grande question du qu'est-ce qu'on a comme dose? En gros, quasiment rien. Et c'est vrai que là, j'ai pesé du plus que je pouvais, moi, là où je pouvais le faire, pour que ça soit réservé sur la protection individuelle des plus à risque. Ce qui a été fait, et ce qui a été fait d'ailleurs dans la majorité des pays. Donc c'était mon seul combat à ce moment-là. Je dois dire qu'on n'avait tellement pas de données qu'on a entouré l'acte vaccinatoire, qui est l'acte le plus banal du monde en santé, d'une couche, notamment autour du consentement, notamment autour du parcours jusqu'à cette pauvre petite injection en intramusculaire superficielle, de tellement de bornes qui étaient nécessaires 15 jours avant, mais qu'il était déjà quasiment plus un mois plus tard. Puisqu'on avait déjà du coup des données qui montraient la parfaite tolérance de ce vaccin. Et donc je pense que si on doit retenir un élément, c'est que c'est bien d'être prudent et donc du coup d'être très vigilant sur l'adhésion à un nouveau traitement. Mais dès qu'on a de la donnée, il faut relâcher cette vigilance-là parce qu'elle est très anxiogène. Et je pense qu'on paye encore maintenant les difficultés qu'on a eues et qui étaient tout à fait normales au début sur l'acte vaccinatoire. Et un dernier message, maintenant, le virus est là, il va tourner tout autour du monde pendant, on va dire, 5 à 10 ans, le temps que tout le monde l'ait eu plusieurs fois. C'est ça, c'est la seule chose qui va se passer. Et le seul objectif, c'est la première fois qu'on le rencontre, avoir déjà été sensibilisé par le vaccin. Voilà. Donc là maintenant, les données sont parfaitement claires, on sait exactement ce qui se passe, et c'est uniquement ça l'objectif, que lorsque nous rencontrerons pour la première fois, pour ceux qui ne l'ont déjà pas eu, le virus, on soit
initiés immunitairement par le vaccin pour éviter les formes graves, et d'autant plus qu'on est à risque. Voilà. Anne, sur la vaccination. Plusieurs choses. D'abord, j'entends très bien que vous avez fait en fonction des données que vous aviez à l'époque. Mais j'entends aussi que faire avec les données, c'est aussi expliquer aux patients, quel que soit le patient, quelles sont les données qui amènent à proposer tel type de traitement ou tel type d'intervention invasive, ce qu'est la vaccination. Mais je suis aussi d'accord pour dire que la vaccination, c'est un acte banal pour toutes les personnes, à condition que la personne elle-même comprenne bien pourquoi elle est vaccinée et quels sont ensuite les objectifs de la vaccination ou de vaccination répétée. Dans le climat, souvenons-nous là aussi, dans le climat qui était le climat général d'incertitude, d'inconnu, de mise en cause possible de responsabilité, il a fallu évidemment passer par les bornes juridiques du recueil du consentement. Et le consentement, c'est un consentement libre et éclairé, ce qui veut dire qu'il faut donner des informations qui soient compréhensibles par le patient, quel que soit le patient, y compris lorsqu'il est sous protection juridique ou sous tutelle. Et ce patient ensuite doit accepter ou en tout cas ne pas refuser la vaccination. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces précautions pour remettre en réalité de l'humain dans ce qui était en train de se passer au strict niveau sanitaire. Donc j'entends bien ce que vous dites en disant mais c'est encore une formalité administrative de plus. Ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il m'a semblé, moi, de ma place, que les formalités administratives étaient venues d'une sidération face à un phénomène qui nous dépassait et qui, pour le coup, avait amené des prises de décision incomprises par l'ensemble des personnels, l'ensemble des intervenants, des décideurs, et que, pour le coup, on oubliait quand même assez souvent la personne. Et la personne, c'est une personne qui, vous, moi, avons été effectivement sidérés et ne savions pas nécessairement s'il fallait accepter ou ne pas accepter ce vaccin, parce qu'il n'y avait pas de données. Parce que, n'oublions pas, un certain nombre de scientifiques venaient en boucle sur les plateaux télévision pour donner des informations pour le moins contradictoires. Donc comment voulez-vous ensuite que des personnes particulièrement vulnérables, notamment lorsqu'elles sont à domicile ou en établissement, n'ont pas eu de contact avec l'extérieur, puissent accepter une vaccination dont elles ne comprenaient pas le sens? Donc je crois que la grande difficulté sur les protocoles recueil du consentement, c'est que les décideurs, à la fois politiques et le conseil scientifique, me semble-t-il, de ma place, n'ont pas intégré ce que sont les droits fondamentaux des personnes, notamment au moment du recueil du consentement. Ce n'est pas une formalité de plus pour cocher des cases, c'est un travail qui doit se faire avec les scientifiques de manière à être bien sûr de ce que l'on fait sur un acte naturel. Parce que je suis bien d'accord que ce n'est pas un acte grave, normalement, un vaccin, c'est un acte habituel. Et après, ou si une telle crise devait se reproduire, Monsieur Fournier, si vous aviez une chose à nous dire, demain on va avoir une table ronde sur apprendre de la crise, si vous aviez une chose à nous dire par rapport à ce qui s'est passé. Je crois que le plus important, c'est de savoir où sont les patients, parce que personne ne sait où sont les patients, en fait, pour la maladie de Parkinson. Le seul qui sait à peu près le moins mal, c'est la CNAM, mais c'est fermé les files. Voilà. Toujours des réponses percutantes. Monsieur, sur la presse, sur si on devait... On était dans une table ronde sur le droit et je suis un peu juriste, donc je vais interroger cette dimension juridique, mais en ne restant pas à la dimension juridique. Ça va surprendre, convoquer Hannah Arendt. Ce sur quoi il faut qu'on réfléchisse indépendamment de toutes les modalités, ça va alimenter beaucoup de travail dans les mois qui viennent. Ce à quoi il faut qu'on réfléchisse de ce point de vue de l'édiction de normes, je ne vais pas parler parce qu'on a eu des objets aussi normatifs un peu indéterminés pendant cette période, du point de vue de l'édiction de normes, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, nous, en tant qu'opérateurs, et on le constate encore, c'est fini. Chez nous, dans les établissements d'habitat pour personnes âgées, c'est fini. Et ça devrait être fini. Et on devrait être revenu à une configuration
de fonctionnement normal. Or, on ne peut pas faire abstraction de ça. Un certain nombre de nos consoeurs, confrères, sont encore dans les effets induits par cette période de crise, qui sont des effets une forme de toute-puissance. Elle n'est pas malveillante, cette toute-puissance, mais il a fallu protéger, et ce devoir de protection, finalement, a été érigé en élément principiel, et a occulté un certain nombre de choses. Et l'excès de normes, quelqu'un qui a disparu qui s'appelait Geneviève Larocque disait la bureaucratisation est dangereuse pour la conscience. Cet excès de normes peut produire un effet d'inhibition sur l'intention éthique, même sur ce que j'appellerais l'intuition éthique, c'est-à-dire que les opérateurs, pris par, c'est sans doute sur la peur qu'il faut réfléchir, par cet environnement anxiogène, s'appuient, voire endossent, sans la pensée, c'est là où je fais référence à Hannah Arendt, on met la pensée en arrière, on endosse une production normative qui a été surabondante pour finalement mettre en retrait l'intuition éthique qu'on devrait tous conserver en toutes circonstances. Donc pour moi, l'enseignement pour l'avenir, il est peut-être là. Olivier, sur l'après, j'imagine que ça mobilise ton énergie et ton temps actuellement, mais là, aujourd'hui, dans une université d'été, sur les maladies neuro-évolutives, sur cette question-là du respect des droits, qu'est-ce que tu as envie de nous dire et quel message tu veux faire passer? Alors l'après, c'est pas tout à fait la même question que le début, puisque tu disais, si ça recommence, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, si ça recommence, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà dépassé de 5 minutes, alors j'ai essayé de réduire, mais je suis d'accord. Il y a les deux questions. Donc, si ça recommence, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que malheureusement, on fera pareil. Et je crois pas du tout. La résilience humaine est exceptionnelle, à tout niveau, depuis le chef de l'État, en passant par nous tous ici. Donc, on va petit à petit tourner la page. Et la prochaine pandémie qui se présentera, je pense qu'à part espérer que ça ne soit pas de notre vivant à nous, histoire de se dire qu'on a tous droit à notre pandémie, mais pas forcément 2 fois, je vois pas trop quelle sera la différence de la réponse mondiale. Je terminerai juste sur un élément qui nous préoccupe beaucoup, c'est que, et on le voit dans nos échanges, l'enjeu sur ces pandémies n'est pas un enjeu national. C'est un enjeu par nature planétaire. Et là, on n'en a pas fini avec celle-là de pandémie. Mais on n'en a pas fini. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder le reste du monde. Avec à la fois les périls, les inégalités, et de ce fait aussi, parce qu'on abandonne beaucoup de monde, beaucoup de nos concitoyens humains, les risques de mutation. Et ça, c'est quelque chose qui ne traverse pas l'espace public, médiatique français. Donc non, je ne sais pas ce qui se passera pour la prochaine, pour la simple et bonne raison que nous n'en avons pas fini avec celle-là. C'est difficile après d'intervenir. Difficile. Je m'attendais. Anne. Oui, j'entends et je partage ce que vous dites. Pour mettre un petit peu d'optimisme quand même, essayez de ma place. Je crois quand même la bonne nouvelle apparente, c'est que tous les dirigeants du monde ont pris la décision de sauvegarder la vie humaine. Ils ont tous pris des décisions pour essayer qu'il y ait le moins de morts possible. Encore faut-il que nous nous entendions sur ce qu'est la vie humaine. Encore faut-il que nous nous entendions sur l'équilibre difficile entre sauvegarder des vies humaines, contraindre les libertés et éventuellement faire des choix dans les vies humaines. Et il faut évidemment aussi définir ce qu'est la vie humaine, comment et jusqu'où. Et ça, ce sont les défis qui sont les nôtres, et pour lesquels il me semble que nous avons besoin d'avoir des droits qui ne soient pas trop complexes, des droits et des libertés fondamentales qui s'appuient sur un corpus de valeurs, et c'est ce qu'on essaie de faire, me semble-t-il, dans des espaces comme celui-ci. Il faut sans doute aussi remettre l'essentiel à sa place. Et l'essentiel à sa place, c'est d'abord
remettre de la relation et pas simplement des revendications, des droits, des demandes agressives. Il faut remettre de l'organisation aussi, parce que j'entends bien que c'est mondial. J'entends bien que nous avons des instances mondiales, l'OMS, l'ONU pour d'autres sujets, les instances européennes. Mais nous avons aussi à nos niveaux, à nous, à essayer sur les territoires de faire fructifier ce qui se met en place et ce qui s'est mis en place. Je crois qu'il faut le dire. Ce qui s'est mis en place pour essayer de trouver des solutions qui soient à la fois adaptées aux difficultés des organisations. Je me tourne vers vous, vers les directeurs d'EHPAD, mais aussi les directeurs d'hôpitaux, mais aussi les médecins, mais aussi les services d'aide à domicile, en y insufflant le respect des droits fondamentaux des personnes. Parce que moi, ce que je crains le plus quand même, c'est qu'au nom d'une régulation, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sanitaire, ou qu'elle soit de sécurité pure, et on peut renvoyer à plein d'autres sujets en ce moment, eh bien nous sacrifions les droits fondamentaux des personnes. Et là, on ne peut pas faire quand même l'économie d'une réflexion sur ce qui fait la valeur de la vie humaine et ce que sont les repères éthiques absolument indispensables à notre maintien dans une vie commune, tout simplement. Donc j'essaie de mettre de l'optimisme parce que si nous ne le construisons pas ensemble, pas simplement à partir d'expertise, mais à partir de partage d'expérience, eh bien, je pense qu'effectivement, on peut s'inquiéter pour les années qui viennent et pour les générations futures. Merci, 7 minutes. « 7 minutes de retard, c'est certainement pas dû à moi, et merci d'avoir respecté ce timing-là. C'est vous qui avez fait un effort. Merci pour... Mais non, mais c'était justement pour vous dire que vous aviez réussi ce challenge incroyable en une table ronde qui était aussi complexe, qui abordait des sujets extrêmement vastes sur la question des droits, d'avoir réussi à synthétiser des messages extrêmement clairs, percutants, monsieur, et sachez que tous ces sujets-là, j'imagine toute la frustration des personnes ici dans la salle, tous ces sujets-là seront discutés dans différents ateliers sur la question des droits cet après-midi, donc vous aurez tout le loisir de continuer à discuter toutes ces thématiques qu'on vient d'aborder. Donc encore 1000 merci à vous, car si on a tenu les timings, c'est bien grâce à vous et à votre esprit de synthèse. Donc je vous propose d'applaudir à nouveau cette table ronde et de vous remercier. Et je vais juste me permettre de garder le micro pour introduire et faire venir à la tribune Nancy Catan. Nancy Catan, ici à Nice, j'allais dire tout le monde la connaît. Alors si tu préfères que tout le monde reste, si tu te sens... Voilà, avec grand plaisir. Nancy Catan est journaliste responsable de la rubrique santé de Nice Matin, docteur en sciences de la vie. Accessoirement. Pardon ? Accessoirement. Accessoirement. Et Nancy a rythmé tous les dimanches la lecture de la population niçoise et azuréenne avec ses billets, ces éditos de Nancy Catan qui ont analysé, interpellé tout ce qui se passait particulièrement durant la crise, et il nous paraissait extrêmement important dans une université d'été comme celle-ci, d'avoir, peut-être aussi pour la première fois, je ne sais plus, Emmanuel, le regard d'un journaliste, et Dieu sait que le traitement médiatique, ça mériterait également une conférence spécifique, rien que sur ce sujet-là. Donc on est extrêmement heureux, Nancy, de t'accueillir, de t'avoir ici, et je crois que pour introduire ton propos et ta carte blanche, qui est toujours une séquence extrêmement attendue aux universités d'été. Merci pour la pression. Pas du tout. Je crois que tu voulais partir justement d'un de tes billets. Je m'en suis souvenu. D'abord, un grand merci, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, je dois dire, même pour moi, de me voir confier une carte blanche en tant que journaliste dont je rappelle qu'ils ont été un peu la cible, souvent à juste titre, des professionnels, des acteurs qui ont jugé le traitement médiatique particulièrement déplorable. Donc voilà, merci. Enfin, je ne sais pas, c'est courageux de votre part, en tout cas, félicitations. Alors oui, je me suis souvenu en fait que le 5 avril
je me rappelle plus, on est quelle année déjà? 5 avril 2020, donc quelques semaines après vraiment le début, j'avais commis un billet qui s'appelait Éthique. Pourtant, je n'avais pas du tout anticipé sur cette invitation. Et j'avais écrit ça, excusez-moi, ça va être rapide, ils sont courts. Des personnes âgées, isolées, confinées dans leur chambre, des malades graves contraints de passer l'épreuve des soins sans la main d'un proche sur l'épaule. Des malades psychiques désorientés par un confinement que leur raison ne peut toujours justifier. Les règles éthiques, celles qui font l'objet de longs discours dans les temps ordinaires, sont aujourd'hui totalement bafouées. Il faut empêcher le virus de passer, c'est le seul mot d'ordre. Et qui oserait le critiquer? Mais je ne peux m'empêcher d'avoir mal à ces gens-là. L'écrire ne changera rien pour eux, mais j'ai l'espoir que la pensée traverse les murs du confinement pour les atteindre. Et si elle n'a pas ce pouvoir, alors pourquoi ne pas les applaudir, peu importe l'heure, pour que leur parviennent les échos de cette pensée partagée? Quand la psychose nous a tous gagnés, souvent de façon injustifiée, leur souffrance, elle, est tristement légitime. Souhaitons qu'elle ne les tue pas. Malheureusement, elle les a pour partie tués. Donc voilà, j'écrivais ça. Pourquoi j'écrivais ça le 5 avril 2020 ? Parce que, et je crois Fabrice l'évoquait tout à l'heure, les décisions peuvent s'asseoir sur des faits scientifiques, sur un débat démocratique. Vous n'avez pas évoqué la réalité de terrain. Les faits scientifiques, à cette époque-là, ils étaient très mouvants en fait. La réalité, le débat démocratique était inexistant. La réalité de terrain, elle, était très visible. On pouvait la mesurer. Je suis désolée, ça fait déjà 1 an et demi, vous disiez on ne savait pas grand-chose du terrain. Si, on savait ces choses-là. Moi, les EHPAD, je suis désolée, elle m'appelait en mars quand vous disiez, Monsieur Hirsch, excusez-moi, que ça a été une priorité. En mars, moi, les EHPAD m'appelaient en me disant on est désespérés, on n'arrive pas à les tester, on n'arrive pas à les tester. Et pourtant, on sait que le virus est là. Et j'ai envie de dire, bon, mais les critiques seraient longues. Hein. On a beaucoup critiqué certains scientifiques et loin de moi l'idée d'aller les défendre. Mais néanmoins, dans cette période-là, il y avait un groupe de chercheurs au CNRS qui avait mis au point très très rapidement un test génétique. Mais non, ça rentrait pas dans le cadre. Et moi-même, j'ai essayé, j'ai outrepassé mes droits, essayé de mettre en relation les EHPAD avec ce groupe de chercheurs CNRS pour leur proposer de rapidement trouver quelque chose qui allait pouvoir les aider et ne pas les contraindre à prendre des mesures aussi liberticides, aussi dramatiques. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, les journalistes, on a été beaucoup critiqués. Il faut savoir qu'on a été aussi en grande partie les bras armés de la communication au plus haut niveau. On était tous un peu muselés. Il n'y avait qu'une vérité dont on pouvait parler à cette époque-là. C'était « c'est grave, ça fait très peur ». Et on nous a donné des images. Et voilà, il fallait diffuser ces images, etc. Et le journaliste, à la place qu'il occupe, a pourtant une connaissance de la réalité de terrain très diverse. Moi, j'étais à la fois dans les réa, j'étais dans les hôpitaux psychiatriques, j'étais en EHPAD, j'étais partout. Et vous évoquez beaucoup la réalité régionale. Nous, par exemple, dans cette région, et c'est le cas ailleurs, la situation n'était pas du tout dramatique, la première vague. Et ça nous rendait fous. Moi, modeste observatrice, ça me rendait dingue. Je me disais, c'est pas possible. Pas possible. Il y a des gens enfermés dans des chambres, mais les hôpitaux sont vides. Les cliniques privées sont vides. Ils s'ennuient tellement, les médecins, qui passaient tous leurs dimanches à m'appeler pour me raconter, pour me proposer des tribunes. Enfin bon, tout le monde s'ennuyait. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui étaient confinés, etc. Excusez-moi, hein, je suis brutale, je suis désolée, c'est peut-être la liberté de pouvoir s'exprimer. C'est le principe de la carte blanche. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous disiez, Olivier, tu disais, probablement on referait pareil. Moi, franchement, je serais très triste que vous laissiez faire pareil. Parce que si vous laissez faire pareil, on pourrait vous accuser demain de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Aujourd'hui encore, on n'est pas sorti de la crise. Et les acteurs majeurs de cette crise commencent à avancer, ça peut revenir. Alors que ça se calme beaucoup. Les pays scandinaves ont tout arrêté. Mais là, même si on est en décroissance, ça peut revenir. Il faut reconnaître que certains ont tiré bénéfice de cette crise.
je ne vais pas les citer, ils sont nombreux, et ils se reconnaîtront discrètement, mais un certain nombre ont tiré bénéfice de cette crise. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ne pas le perdre de vue. D'un point de vue juste psychique peut-être, parce qu'ils ont occupé le devant de la scène alors qu'ils ne l'occupaient jamais, parce qu'ils ont vendu des choses, parce qu'ils ont gagné de l'argent, parce que, bon, enfin bref, on ne va pas parler des effets d'aubaine et autres, parce que c'est pas la peine. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est quand vous dites, si je peux me permettre, ça peut revenir, moi je dirais que, franchement, vous devez tout faire pour que rien ne se passe comme ça s'est passé il y a 1 an et demi. Parce que c'est... Non, qu'on ne savait rien, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Alors je suis peut-être aussi un docteur en sciences de la vie lors d'une première vie, donc je connais un peu la recherche, je connais un peu l'immunologie, je connais un peu les sciences. Il y a des choses qu'on savait. On savait que les personnes âgées étaient les premières à partir. On savait que les quartiers populaires étaient les premiers touchés, et ce ne sont pas eux qui ont eu les premiers vaccins. Donc, je pense que très vite, on a su des choses et que, voilà, je voudrais bien dire que, effectivement, il ne faut pas faire le procès de cette époque-là, mais je dirais qu'on n'a pas mis 1 an et demi pour savoir. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu vif. Merci Nancy. C'était carte blanche. Hein. C'était carte blanche, on est bien d'accord. Je l'ai pris au pied de la lettre. Tu as complètement compris l'esprit et on t'en remercie vraiment infiniment. Il est quasiment 13h, je crois que tout le monde a besoin, de prendre un peu l'air et de manger un peu. On vous retrouve cet après-midi à 14h15, je regarde Fabrice pour ne pas me tromper, dans les ateliers qui vont s'organiser autour de l'espace là-devant. Pardon ? Alors pour ceux qui veulent déjeuner à l'extérieur, vous avez un nombre important de petits cafés, de petits restaurants juste autour du Palais des Congrès. Si vous voulez pousser jusqu'à la place Garibaldi, on y est en 5 minutes. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne pause et on sera ravis de vous retrouver dans les ateliers que vous avez sélectionnés à 14h15. Encore 1000 merci à tous et à tout à l'heure.